Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Bonjour Alice. Je suis contente de te rencontrer enfin en vrai, à distance, mais en vrai. Mais moi aussi, je suis vraiment ravie. Comment tu te sens ce matin? Comme avec un bébé d'un mois. Un mois tout juste? Un mois tout juste aujourd'hui, oui. C'est une belle façon de célébrer ce mois anniversaire. Oui. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots avec ce qui t'est juste et ce que tu aimes? Compliqué. Pour le moment, je dirais que je me définis comme étant maman à 1000%. Mon aîné a 16 mois. Du coup, oui, je suis maman à 4000% en ce moment. et c'est formidable d'avoir ce temps dans ma vie que je consacre à 100% à ma maternité. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que j'aime? J'aime lire, j'aime écrire, ce sont des passions. J'adore m'instruire sur tout. Je dirais que c'est comme ça que je me définis, c'est que je m'intéresse à peu près tout et n'importe quoi. Je suis une curieuse née. J'ai besoin d'apprendre, besoin de comprendre en fait, comprendre comment notre société fonctionne, comprendre les dysfonctionnements, comprendre comment les changer. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me caractérise et qui guide, je dirais, ma vie et mes choix. Donc je pense qu'on n'en vient pas à l'ANA sans questionner la société dans laquelle on vit. Donc voilà, pour le moment en tout cas, c'est comme ça que je me définis. Voilà. Écoute, je suis ravie d'accueillir une enseignante de la vie ce matin. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Tu disais oui qu'effectivement, pour en venir à l'ANA, il y a quand même plein de questions qu'on se pose, plein de recherches. Et également parce qu'aujourd'hui, tu viens nous partager cette dernière naissance libre qui s'est entamée avec une grossesse libre également. Mais j'aimerais bien, pour commencer, que tu nous partages qu'est-ce qui t'a amené à ce cheminement-là. Alors, comme souvent dans les récits que j'ai pu écouter qui ont guidé, je dirais, mes deux grossesses, ce qui m'a amené à ce choix, c'est la naissance de mon premier bébé. Donc la naissance de mon petit garçon Sacha. Je dis pas que je vais pas pleurer tout au long de la vidéo.
Mais voilà, du coup, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, pour moi, la question s'est posée tout de suite de où est-ce que j'allais accoucher. J'avais pas envie d'accoucher à l'hôpital, mais j'étais complètement ignorante du monde de la naissance. Voilà, j'ai absolument pas remis en question le fait qu'il fallait faire un suivi de grossesse, que tout était juste. Voilà, j'étais dans cette confiance de les sages-femmes font ce qu'il y a de mieux pour les femmes enceintes, et je voulais un suivi sage-femme. Genre gynéco, ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais sage-femme, c'était voilà, j'avais envie d'être dans les mains de petites fées, qu'elles me guident, qu'elles m'accompagnent pour mettre au monde mon premier bébé. Donc la question, enfin je habite donc en Belgique, donc on a quand même le choix. En Belgique, on a des sages-femmes à domicile, on a des gîtes, enfin un gîte intra-hospitalier et des maisons de naissance. Du coup, on s'est dirigé vers le gîte intra-hospitalier parce que pour mon compagnon, c'était plus confortable. Et ma grande sœur me l'avait conseillé. Ma grande sœur est sage-femme hospitalière. Du coup, elle m'avait dit, le gîte voilà, intra-hospitalier, c'est un peu le bon compromis entre voilà, l'hôpital qui est pas loin et l'accouchement physio dans une ambiance feutrée, etc. Donc moi, j'ai été mais pleine, genre c'était une chouette aventure dans laquelle je me lançais. Donc j'ai commencé mon suivi et très vite, je me suis pas sentie à l'aise par le suivi de grossesse en fait. Le suivi médical de grossesse. Genre, j'adorais le suivi affectif, la préparation à la naissance, mais vraiment le côté médical, pour moi, c'était plus parce que c'était nécessaire et que voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Mais je n'en ressentais pas le besoin parce que je sentais que mon bébé allait bien, que je me sentais bien. J'ai toujours été très connectée à mon corps, même si mon corps et moi, on n'était pas tout à fait en paix à ce moment-là. Mais j'ai toujours été assez connectée à ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai toujours eu un bon instinct, du coup, pour moi, voilà, les échos, je voyais pas l'intérêt. Mais j'étais quand même stressée, c'était mon premier bébé. Donc j'ai même été aux urgences une fois parce que je me sentais pas bien, j'avais peur de le perdre. Enfin voilà, j'allais dire typiquement les choses qui peuvent arriver quand on connaît pas, quand on remet toute la responsabilité de ce qu'on vit entre les mains de la médecine en fait. Sauf que après ma seconde échographie, là j'ai tout remis en question parce que la seconde écho a été très violente. Je suis tombée sur une femme qui faisait ça à la chaîne, qui ne voyait pas le visage de mon bébé, donc qui s'est permis de retourner mon bébé manuellement. Et ça m'a vraiment fait très mal. Et à ce moment-là, voilà, c'est un premier bébé, vers ces 4-5 mois de grossesse, je pense. Je vais devoir marcher avec le téléphone. Du coup, voilà, en fait, j'avais encore jamais senti mon bébé dans son entièreté. Et j'ai trouvé ça violent de le sentir pour la première fois dans ce contexte-là. J'ai eu beaucoup de contractions le soir, j'ai eu peur de perdre mon bébé. Enfin, vraiment, après ça, j'ai dit à mon compagnon, mais c'est n'importe quoi. Et j'avais le sentiment, pendant mon suivi au gîte, que ce qui était important pour moi n'était pas la priorité des sages-femmes qui, elles, essayaient en fait de me faire comprendre en quoi c'était important de faire tel test, parce que je remettais un peu tout en question. Et voilà, par exemple, je voulais absolument un lien de cordon et pas un clamp en plastique. Et elle me disait, mais enfin, pour elle, c'était pas la priorité parce que j'envisageais déjà de pas faire ma troisième écho. Donc et moi, j'étais pas du tout là-dedans, en fait. Je me rends compte, je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, une écho de plus, une écho de moins. Je comprenais pas du tout les enjeux qu'il y avait derrière. Et je blâme pas les sages-femmes parce que vraiment, elles ont été adorables, mais vraiment avec ce côté, on a une épée un peu Damoclès au-dessus de la tête parce que on a un cadre à respecter pour que tout se passe bien, pour que ça puisse continuer et que les femmes puissent bénéficier de services, en fait. Donc c'était un peu, j'avais l'impression d'être dans la bataille, mais une bataille qui n'était pas pour moi, quoi, en fait. Donc voilà, après ça, j'avais pas envie de continuer mon suivi là-bas, mais sans autre solution. Et à 6 mois de grossesse, trouver une sage-femme à domicile au mois de juillet, c'est mort. Donc enfin, voilà, j'ai vraiment passé quelques semaines de troubles où je ne savais vraiment pas quoi faire. J'ai contacté toutes les maisons de naissance, soit j'avais pas de réponse, soit elles étaient toutes pleines. J'étais vraiment désespérée. Et j'ai partagé ce que je vivais sur le groupe Accoucher sans péri, en disant voilà, je sais pas quoi faire, je veux mon accouchement vidéo, mais je me sens plus de faire ce suivi en gîte.
Et j'ai eu un commentaire qui a dit pourquoi est-ce que tu fais pas un nana? Et moi j'étais en mode qu'est-ce que c'est? Donc je contacte la personne et là je découvre un monde qui, genre, quand j'ai découvert ce que c'était, j'ai vraiment eu comme si la pièce était tombée, en fait. Je me suis dit, oh, mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui m'est juste. J'étais pas à l'aise que quelqu'un vienne regarder, enfin, ouais, regarder mon vagin, mon intimité, me toucher. Enfin, j'étais pas à l'aise avec ça, mais en me disant que c'était moi qui avais un problème. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres femmes qui avaient un problème, qui choisissaient une autre solution. Et du coup, j'étais, enfin, requinquée, quoi. Donc, j'ai été voir mon compagnon, j'ai dit, j'ai trouvé, j'ai une solution. Et lui, il m'a regardé, c'est mort. Donc, voilà, j'ai compris que pour lui, c'était vraiment pas possible. Ou il m'a dit, tu peux le faire, mais sans moi. Donc, et j'ai dit, ben non, non, c'est mon premier bébé, j'étais pas sûre de moi. Enfin, voilà, déjà, je me dis, je vais essayer d'accoucher sans péri, c'est déjà un challenge. Je peux pas me lancer dans quelque chose d'aussi fort sans soutien, en fait. Et je ne connaissais, j'allais dire, personne euh, dans le monde de l'ANA à ce moment-là, en fait. Ni enfin, j'étais pas sur des comptes Insta, des choses comme ça. Donc j'avais vraiment juste découvert le groupe d'ANA sur lequel enfin, je me suis affiliée au groupe. J'ai commencé à lire les récits. Enfin, donc c'était déjà parti. Mais enfin, voilà, en étant très dans la peur. J'avais très très peur d'accoucher. Euh, Pas peur, enfin peur de la douleur en fait, peur d'être complètement dépassée et d'être en souffrance psychologiquement. C'était vraiment ça ma peur. Et puis, enfin médicalement, enfin j'avais certaines peurs de me dire si jamais la tête sort et pas les épaules, enfin vraiment enfin j'avais peur en fait de pas être capable de mettre un enfant vivant au monde. C'était vraiment ça ma peur principale. Donc voilà, j'étais entre les deux, j'ai mon suivi au gîte, mais voilà, ça ne va pas. Du coup, et là, donc, j'ai eu un mail un peu providentiel d'une maison de naissance qui m'a dit on a une place qui se libère, donc si ça t'intéresse. Et là, j'ai foncé. Je me suis dit c'est le juste milieu entre voilà mon souhait d'Anna, mais qu'au final, voilà, c'est pas terrible, et le fait d'avoir l'accouchement que je souhaitais tout de même. Donc on a commencé le suivi en maison de naissance. C'était beaucoup plus approprié par rapport à ce que je voulais. Mes choix ont pu être discutés. Enfin, j'ai été vraiment prise comme, enfin, sur un pied d'égalité en fait par ces sages-femmes qui ont entendu ma détresse, qui ont entendu mes limites, qui en ont tenu compte en tenant compte des leurs. Donc voilà, c'était de nouveau une bataille, mais différente, plus cool, mais une bataille quand même. Et la ne quittait pas ma tête, même si je m'étais dit peut-être pour un deuxième. Donc voilà, je m'étais fait à l'idée que pour le premier c'était comme ça, que c'était bien, que les sages-femmes, j'avais confiance en elles. Enfin, donc voilà, sauf que plus on avançait dans la grossesse et plus j'étais mais dans ma grotte quoi. Je me dis mais je peux pas quitter ma maison. Genre je peux pas aller accoucher en maison de naissance. Donc je leur en ai parlé. On a du coup envisagé un accouchement à domicile où elles ont accepté de changer tout leur plan, de venir à la maison en voyant que voilà, j'étais à peut-être 37 et ça. Et j'étais un animal en mode mais je veux pas quitter ma maison pour accoucher, c'est pas possible quoi. Donc de là, c'est enfin, changement de plan, on part pour un accouchement à domicile. Mais j'étais pas à l'aise chez moi, j'étais encore en appartement. Genre la petite garçonnière qu'on a pris en couple, premier appart, qui fait 50 mètres carrés, qui est en entresol, en plein Bruxelles. Donc voilà, c'était vraiment pas l'endroit où je me sentais sécure en fait pour accoucher, mais c'était le moins pire endroit où je me voyais accoucher. C'était plus ça en fait. Du coup, j'étais pas sereine du tout. J'ai vécu une grossesse où vraiment je me suis beaucoup focus là-dessus, tout en étant mais complètement émerveillée par ce bébé qui grandissait. Enfin, j'ai adoré ma grossesse. C'était magique en fait. J'avais vraiment ce côté, il y a un bébé qui grandit à l'intérieur de moi, c'est le mien, je vais avoir un bébé. Enfin, et j'avais une confiance absolue en ce bébé. Je me sentais connectée à lui. Enfin, j'avais l'impression que je prenais des bains et que je le sentais bouger, que je partais dans un autre univers. Quoi, enfin, ouais, j'ai adoré ma première grossesse, tout en étant hyper en stress par rapport à la préparation de sa naissance en fait. Euh, donc voilà, ouais. Pour en revenir
là où j'étais. Du coup, donc l'accouchement à domicile, plus on avançait et plus il y a une part à l'intérieur de moi qui me disait mais je vais accoucher toute seule. J'espère qu'elles arriveront à la dernière minute. Je préviendrai pas mon compagnon si j'ai des contractions. Enfin, vraiment, ça a été. Et en même temps, je me disais mais non, c'est un premier. Sois pas dans la revendication. C'est pas si important. L'important, c'est que vous le vivez bien en couple. Enfin, voilà, il y a tout qui se mêlait en fait entre mes besoins, mon instinct, ceux de mon compagnon, ceux des sages-femmes. Enfin, c'était et enceinte, voilà, ça s'est démultiplié dans ma tête. Donc c'était vraiment très éreintant, je dirais, à gérer. Euh, Puis finalement, donc vers, je sais plus, 38, 40 semaines, j'ai dit à mon compagnon, je veux faire un nana. Genre, c'est viscéral en fait. Du coup, il a bien compris qu'il n'allait pas gagner la bataille. Et en même temps, en fait, il n'était pas prêt, il avait peur, mais il était prêt à me suivre en me disant, bah, c'est pas moi qui mets ce bébé au monde, donc, mais sache que je suis. Enfin, il était pas serein. Donc, on se lançait un peu en ayant tous les deux peur. Donc, pour un nana, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, voilà, on avait choisi de faire un nana, de rester à la maison, mais en ayant vraiment très peur tous les deux et sans parler. Genre, moi je disais ouais, je suis sûre de moi, lui disait oui, oui, moi aussi, et à aucun moment on s'est mis autour d'une table en se disant on a peur tous les deux, qu'est-ce qu'on fait en fait. Sauf que j'ai dépassé le terme, donc j'ai dépassé les 42 SA. J'ai refusé de faire le suivi de dépassement, enfin, suivi classique où on fait des échos, des monitos. J'en ressentais pas le besoin, j'allais bien, mon bébé allait bien. Donc j'ai plus eu d'onde à partir du 6e mois. Et voilà, je me sentais bien avec ça, mais voilà, je sentais que pour les sages-femmes, c'était pas confortable du tout. Même si elles respectaient mon choix et que, voilà, on a beaucoup discuté des conséquences, voilà, c'était particulier en fait comme fin de grossesse, c'était très stressant. Et passé 42 SA, ben, j'ai dit tant pis, on se passe de suivi légal, ce qui moi me faisait extrêmement peur à ce moment-là, de me dire voilà, si en cas de problème, je débarque, je dis quoi en fait. C'était vraiment ça ma peur. Et j'ai pensé toute ma grossesse à oui, mais si je suis transférée, j'avais peur du transfert, j'avais peur d'aller à l'hôpital, j'étais terrorisée de finir dans cette boucherie quand je lisais les récits d'Anna sur le groupe de premier bébé, d'enfantement saboté. Je me disais, mais je veux pas vivre ça, moi, c'est pas possible. Et en même temps, j'avais tellement peu confiance en ma capacité à mettre au monde mon bébé que je me disais, mais ça tombe, je vais d'office y aller, je vais craquer, je vais voir la péri. Donc, passer 42 et ça, c'était vraiment inconfortable. J'étais vraiment angoissée, j'étais pas bien. Enfin, je me dis, on passait nos journées avec mon compagnon à décompter les heures, à attendre des sensations qui venaient pas, il y a rien qui se mettait en route. Enfin, c'était vraiment compliqué. Lui a fait de son mieux, mais je sentais qu'il était pas bien. Et quand je lui disais, il me disait, mais non, t'en fais pas, tout va bien. Et je sentais, voilà, je pense quand on est enceinte en fin de grossesse, on sent quand. Je disais, mais non, je le sens. Il me disait, mais non, tu délires, c'est la fin de grossesse. Et ouais, c'était une fin de grossesse du coup assez compliquée pour ça. Du coup, donc on a pris la décision d'attendre que le travail se lance pour que je ne sois pas déclenchée et puis d'aller à l'hôpital. Et là, je me sentais en paix parce que j'avais peur de l'hôpital, mais j'étais tellement terrorisée par cette prise de responsabilité, je me sentais pas prête en fait. Je me suis dit, je me sens pas prête à enfanter chez moi, je sais pas à quoi m'attendre, j'ai besoin de soutien, il n'y a aucune femme qui est là pour me soutenir, c'était vraiment pas possible pour moi. Sauf qu'à, je pense, 42 et ça plus 5, l'une des sages-femmes qui me suivait m'a appelée pour me demander comment je me sentais. Et là, j'ai lâché les vannes. J'étais moi, j'y arriverai pas, mon bébé va mourir. Parce que j'avais pas du tout déconstruit les peurs liées au dépassement de terme, en fait. J'avais cette idée que oui, les bébés étaient en danger en dépassement de terme, sauf le mien. Mais je doutais, en fait. C'était un peu. Puis j'ai vu, voilà, allez, d'autres témoignages. Il y a une story de Roxane de Maternité Sauvage qui parle du dépassement de terme. Je l'ai regardée 10 fois par jour en me disant, il y en a qui l'ont fait, moi aussi. Mais voilà, c'était. Mon cerveau enregistrait l'info, mais tout mon corps était j'avais peur, quoi. J'avais trop peur. Du coup, donc cette sage-femme l'a senti, m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit ben, je veux être déclenchée.
Du coup, elle a pris rendez-vous pour moi, elle a prévenu les équipes en me disant, voilà, elle est terrorisée à l'idée d'aller à l'hôpital, mais voilà, elle pense que maintenant c'est le bon moment. Et je me suis sentie en paix avec cette décision, en fait. Je me suis dit, c'est pour moi, ça m'était totalement juste. J'avais encore énormément de confiance dans le système hospitalier en me disant ma sage-femme les a prévenus, ils en ont parlé entre eux. Je vais arriver, j'aurai juste besoin d'un tout petit coup de pouce, ça va se lancer, je vais accoucher dans l'eau comme je voulais. Et voilà, au moins j'aurai ma zone sécuritaire et je pourrai lancer le travail. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, premier toucher vaginal de ma grossesse, atroce. Col long et fermé, du coup, à la veille des 43 semaines. Donc j'étais aussi, enfin voilà, j'ai eu une réunion d'équipe avec tout le monde un peu en me disant c'est quoi cette hurluberlu qui débarque à quasiment 43 et ça, coucou, je viens me faire déclencher parce que je comptais de base accoucher chez moi sans assistance. Voilà, ils étaient au courant de tout en fait. Et ils ont, j'allais dire, je pense, fait de leur mieux avec les capacités pourries qu'ils avaient. Enfin, c'est comme ça que je le vois en fait. Je me dis c'est un système pourri dans lequel je suis rentrée et j'ai des personnes à peu près humaines qui ont fait ce qu'elles pouvaient. Euh, Ça dépend qui. Voilà, j'ai eu des expériences très traumatisantes pendant voilà tout ça. Un gynécologue en particulier qui pensait bien faire m'a fait extrêmement mal. Donc en fait, j'étais même pas encore en travail et rien ne se lançait. Que j'étais déjà en sang, groggy, enfin voilà, je me suis sentie mutilée en fait. Et là, j'ai senti que mon cerveau partait, quoi. J'ai dissocié pour tout le reste de mon accouchement. Je devais partir, enfin à chaque étape, on me disait que ce serait la césarienne, qu'un bébé à ce stade, ça sortait pas par voie basse. Mais qu'on allait tester parce que c'était ma volonté, parce que c'était important pour moi. Jusqu'à ce que un des gynécologues me dise ok là on part en césarienne. Il a quitté la pièce et là j'ai eu un enchaînement de contractions qui m'ont cloué au sol, je me suis fait caca dessus, enfin vraiment la totale, tout s'est lancé comme si mon corps disait non non si c'est la césarienne alors ok on y va quoi. Et sauf que moi j'étais plus là-dedans en fait, je voulais juste que ça s'arrête. Donc j'étais pas contente que le travail se lance, j'étais déçue de pas avoir cette césarienne en fait. Euh, Pas après coup, mais sur le moment, en tout cas, oui. Du coup, on est suivi des contractions longues, enfin, en fait, qui se suivaient atroces. Enfin, vraiment, j'étais en souffrance. C'était pas juste de la douleur, j'étais vraiment en souffrance. J'ai demandé la péridurale dès la première contraction. J'ai dit à mon compagnon, je veux pas, en fait, vivre ça. Euh, Sauf que lui m'a dit oui, oui, dans le plan, c'était, voilà, tu demandes la péri, je dis non. Donc il a attendu plus de 3 heures avant de la demander. Donc je l'ai eu, oui, c'est ça, à peu près après 3 heures. Donc j'étais à 5 centimètres quand j'ai eu ma péri. Et là, péri qui fonctionne que d'un côté, il faut que je... Enfin, voilà, c'était pas confortable, mais à un moment donné, ça a bien fonctionné et je me suis endormie. Et d'ailleurs, pour la pause de la péri, je me rends compte que j'ai eu un incroyable anesthésiste. On entend souvent des anesthésistes horribles. Je l'ai trouvé. C'était une doula, quoi. Vraiment, il était incroyable. Et à ce moment-là, j'ai une sage-femme vraiment adorable qui m'a pris dans ses bras. Et en fait, je me rends compte que pendant la pause de cette péri, c'est le seul moment de mon accouchement où je me suis sentie considérée, en fait. Je me suis dit, mais si j'avais eu ce soutien-là dès le départ, j'aurais peut-être mieux vécu la situation, plutôt qu'être face à des sages-femmes qui, face à ma douleur, me disaient, il faudrait se calmer, il faudrait faire moins de bruit, mais ne savaient pas trop quoi faire, en fait. C'était indélicat plus que violent. Du coup, c'est vrai que ouais, la pause de cette péri, je me suis dit, mais finalement, c'était le plus beau moment de mon accouchement. C'est un peu triste. Et en même temps, j'étais fière de moi d'avoir pris cette décision d'être là pour la sécurité de mon fils, en fait. Je me suis dit, voilà, je vais accueillir mon bébé, il sera vivant, je vais prendre soin de lui. C'était la décision d'une mère, donc j'étais aussi OK avec ça. Mais en sortant de cet accouchement qui a fini avec 2 heures de poussée dirigée, 4 tractions de ventouse, enfin voilà, on a pris mon bébé, je ne l'ai pas eu tout de suite, même si voilà, la sage-femme l'a d'abord gardé dans ses bras pour le frictionner le temps qu'il respire, avant de me le donner. C'est un moment que j'ai extrêmement mal vécu. Et en fait, je suis sortie de là en dépression. C'est pas dépression postpartum, c'est un état de stress post-traumatique en fait. Tout en étant dans l'émerveillement de l'accueil de ce bébé. Genre, j'ai vécu les deux simultanément.
ce qui est très intense pour le cerveau. Donc j'étais vraiment, voilà, je me souviens de toutes les premières fois de mon bébé, c'était magique. Et en même temps, j'étais complètement en lambeaux, j'étais brisée. Enfin, donc voilà, j'ai eu un postpartum très très compliqué, en dents de scie, en fait. Je pense que je suis tombée sur des femmes incroyables, sur un village aussi, qui m'a permis vraiment de me relever, de m'affirmer enfin en tant que femme, en tant que mère. Ouais, avec le recul, cet accouchement m'a apporté énormément en fait. Je voudrais pas que enfin, à refaire, j'aurais re-signé pour le même parce que ces enseignements-là, je les aurais pas eu autrement. Et je suis très fière de mon fils parce qu'à 43 semaines, il a débarqué à plus de 4 kilos en parfaite santé. Il a tété au bout de 10 minutes, on l'entendait déglutir à l'autre bout de la salle. Enfin, voilà, il y avait tout un branle-bas de combat. Tout le monde s'attendait à avoir un bébé dans un sale état, un placenta complètement calcifié. Et non, quoi. Je suis sortie de là en disant, bah au moins, j'ai servi de leçon, quoi. On peut dépasser largement le terme et aller bien, en fait. Donc c'est vrai que c'est mon histoire et celle de mon aîné, en fait, qui est aussi violente que douce, en fait, avec le recul. Mais ça a été transcendant, quoi. Ça m'a complètement changée. J'ai le sentiment que ça m'a complètement déconstruite, en fait. J'ai été totalement brisée et j'ai pu me relever après, en fait. Et il a tout guéri, je dirais, au niveau son passage dans mon bassin, dans mon vagin, ont tout guéri à l'intérieur de moi. J'ai vraiment senti une libération. Je suis persuadée qu'il est venu pour ça aussi. Moi aussi, je pleure. Mais il a réparé énormément de choses. Je me suis enfin sentie femme, en fait. Malgré tout, sa naissance m'a fait passer de l'enfant à la jeune fille à la femme, en fait. En guérissant tout ce qu'il y avait à guérir au niveau de mon vécu personnel, au niveau intra-générationnel. Enfin, vraiment, voilà, c'est mon petit champion, quoi. C'est c'est ce qui nous unit. En fait, finalement, le lien d'attachement a été très compliqué d'un point de vue physiologique, mais parce qu'on a traversé, c'est un peu dans le chaos, on a créé un lien qui est indestructible, quoi. Donc voilà pour la naissance de mon premier enfant. Je m'étais dit que je ne voudrais pas de deuxième, que ça m'allait, que j'accoucherais plus jamais, que c'était terminé, que j'ai trouvé ça tellement dur d'avoir un nouveau-né, en fait. C'était tellement intense, en fait. Il avait, enfin voilà, je me disais, j'ai mis 3 semaines à réussir à marcher à peu près correctement et j'avais un bébé qui, dès 2, 3 jours de vie, avait besoin qu'on le berce, besoin qu'on marche. Donc c'était vraiment très compliqué pour moi physiquement, de garder mon calme, d'être la mère que je voulais être avec ce bébé qui avait rien demandé, qui était là. Donc vraiment, je m'étais dit, c'est fini. Et puis, je dirais que 6 semaines après sa naissance, j'ai dit à mon compagnon, j'ai l'impression qu'il y a une. Enfin, non, j'étais ouais, peut-être à 6 semaines de moi, je disais, j'ai l'impression qu'il y a une petite âme qui nous tourne autour. Et lui me disait, mais non, de toute manière, lui, enfin, à ce moment-là, n'en voulait plus non plus. Et 2 semaines après, j'ai été réglée. Et je disais, mais si, et je le sentais, mais de plus en plus intensément, mais en me disant, c'est mort, c'est pas possible, je peux pas avoir de deuxième, ni dans la foulée, ni dans l'absolu, j'ai peur d'accoucher, je sais pas ce que je veux, enfin, j'ai pas encore réglé mon traumatisme de l'accouchement, enfin, c'est pas possible, quoi. Et puis, je suis dans mon postpartum avec un bébé qui a dormi en portage jusqu'à 5 mois, enfin, donc voilà, c'était trop compliqué. Et puis, à 7 mois enfin, 7 mois de postpartum, je me suis sentie prête. J'ai dit à mon compagnon, j'ai envie d'un deuxième enfant, j'ai besoin d'un deuxième enfant, en fait. J'ai besoin d'accoucher. J'ai besoin de. Parce que je me sentais tellement. Je me suis dit peut-être que je suis la seule femme du monde incapable d'accoucher naturellement, sans assistance médicale. Je me suis dit, voilà, je fais partie de ces rares femmes qui ne savent plus accoucher, qui ont besoin d'être déclenchées pour ne pas mettre un bébé mort au monde. C'était ça que je pensais, en fait. Et c'est ça qui me permettait de trouver normal ce qui s'était passé, en fait. De me dire, voilà, je suis pas passée à côté d'un magnifique accouchement pour rien. Et en fait, si.
Mais à ce moment-là, c'était, voilà, j'avais besoin d'accoucher à nouveau, j'avais besoin de revivre une maternité plus positive en fait. Du coup, et mon compagnon à ce moment-là, je sais pas, a complètement changé, comme si lui aussi il était happé, il disait ouais, ok. Enfin, je pense vraiment que cette petite âme s'est dit ok, on va faire en sorte d'arriver. Sauf qu'il m'a dit on a quand même le temps, on peut attendre encore un an ou deux, on va lui laisser une chance. Donc on lui a laissé une chance. Mais je pense direct après, on s'est regardé, on a rigolé, on s'est dit je suis enceinte. Genre on l'a senti, c'était voilà. Et on en avait discuté avant aussi de quel suivi on fait, quel accouchement. Et cette fois-ci, il m'a dit, bah, je te suis. Il m'a tellement vu dans la souffrance, je pense que il avait plus peur de me ramasser à la petite cuillère que d'avoir un bébé mort, en fait. Ça a été tellement dur pour lui, je pense, de me voir comme ça. Il avait envie que j'ai l'accouchement de mes rêves, en fait, aussi. Donc même si pour lui, voilà, je pense qu'il avait intégré au fil du temps que ce sera un nana pour un deuxième. Donc en fait, la question s'est même pas posée, on n'en a même pas parlé en fait. Et le suivi de grossesse, je lui avais dit que je ferai à la carte en fonction de ce que je ressens en fait, que je verrais bien. Et lui était complètement ok à lâcher prise, quoi, en me disant bah tu fais ce que tu veux et je te suis. C'était voilà, c'était ça. Donc, voilà, cette grossesse a démarré. J'ai pas fait de test de grossesse. J'avais vraiment envie de vivre cette grossesse dans l'intuition la plus totale. Donc, genre, premier jour, j'étais tout sourire, troisième jour, tout sourire. Puis quand j'étais censée être réglée, mon compagnon, donc Nico, on va l'appeler Nico, ce sera plus simple. Nico me disait, mais on a encore le temps. Je disais, ouais, mais j'aurais dû être réglée. Il me disait, mais attends encore quelques jours, on verra, on verra. Au bout d'une semaine de retard, moi j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'étais en mode, je suis sûre que je suis enceinte, ça y est. Elle lui dit, non, mais ça tombe, t'as encore du retard, c'est mal calculé. Et mais on savait, je pense qu'on savait tous les deux, même lui. Alors on n'était pas dupes. Et puis on n'en a plus parlé, genre c'est devenu normal que j'étais enceinte, on verrait bien. Et on laissait cours à cette grossesse. Donc les 3 premiers mois, j'ai savouré de pas faire de suivi. J'ai envie de dire, ah là j'aurais dû faire telle échographie, mais je la fais pas. Là j'aurais dû faire tel test, je le fais pas. Enfin, c'était très galvanisant en fait, de prendre ce pouvoir en fait. Genre de me dire, eh ben, normalement j'aurais dû le faire, mais j'ai pas envie, eh ben, je le fais pas. Ça avait quelque chose de très réparateur en fait. Et je dirais que les 6 premiers mois de ma grossesse, j'ai adoré. Ça a été vraiment une grossesse de rêve, quoi. Enfin, ouais, c'était incroyable. La première fois que j'ai senti mon bébé bouger, mais c'était magique parce que c'est la première fois que c'était réel, que j'étais bien enceinte, qu'il allait bien. Enfin, ça, voilà, c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie et c'était trop beau, quoi. Et je dormais encore avec mon aîné. Donc on passait vraiment, enfin, j'ai passé mon temps avec mon bébé dans mes bras, avec ses pieds contre mon ventre, avec un autre bébé qui bougeait à l'intérieur. Enfin, c'était incroyable, quoi. Tout, et je me suis pas trop posé la question de quel suivi je fais, quel accouchement. Enfin, vraiment, je me suis laissée porter. Et à 6 mois, là, j'ai quand même senti ok, là, je rentre dans le troisième trimestre, et c'est peut-être temps que je me pose la question et que je vois quoi faire. Donc j'ai une maman du village que je côtoyais, qui est doula, qui m'avait proposé d'être présente pour mon enfantement. Et ça m'arrangeait assez parce que financièrement, ben voilà, c'était plus abordable pour moi. Donc je m'étais dit, bah, pourquoi pas, en fait, on va voir. J'y avais pas pensé. De base, je pensais qu'on serait qu'à deux, mais en vrai, la présence d'une femme me rassurait parce que pour mon premier, ça m'a fait beaucoup de bien qu'il y ait une sage-femme présente auprès de moi pour la fin. Donc je m'étais dit, voilà, c'est bien de le prévoir, quoi. J'avais pensé au tout départ à Roxane aussi, euh, parce que, enfin voilà, elle a, j'ai guidé ma fin de grossesse et mon postpartum pour mon premier. Et pour moi, c'était une évidence que ce serait elle, en fait, pour le deuxième. Sauf que quand je suis tombée enceinte, j'ai pas du tout eu envie de réparer ma première grossesse, mon premier enfantement avec ce deuxième bébé qui arrivait en fait. Je voulais avoir ma grossesse pour lui. Je sais pas comment l'exprimer, mais oui, je voulais pas juste réparer et dire ah j'ai réparé ce que j'avais besoin et c'est pour ça que t'es là. Ça me semblait pas juste en fait. Je voulais vraiment suivre mes besoins, mon instinct et ce qui se présentait pour ce nouveau bébé qui arrivait.
Où là, j'étais plus du tout dans ce côté, je fais un bébé pour réparer, j'étais juste enceinte de mon deuxième, quoi. C'était, voilà ça. Donc, j'ai rencontré du coup cette doula, on s'est vu 2 fois. Puis ça, pour moi, ça me semblait plus juste. Je me sentais pas en totale adéquation avec ce choix. Donc je lui en ai fait part. Ça l'a blessée. Comme on se connaissait en dehors de cette relation de préparation à la naissance, je pense que ça a été rude, peut-être à encaisser. Du coup, elle s'est permis de me dire des choses qui m'ont blessée, qui ont fait que j'ai remis en question mon projet de naissance. Du coup, je me suis retrouvée à 7 mois de grossesse à me dire, mais en fait, elle a peut-être raison. Je suis pas capable de faire un nana. J'ai besoin de sage-femme auprès de moi. Parce que voilà, enfin, selon elle, ce dont j'avais besoin, c'était d'une sage-femme, pas d'une doula. Et je pense qu'elle n'avait pas complètement tort. À ce moment-là, dans ma démarche, c'est une sage-femme que je cherchais, en fait. Donc, je me suis dit, bah go, on va chercher une sage-femme. Donc, je me suis mis, donc à 7 mois de grossesse, à chercher une sage-femme. Compliqué. Enfin non, j'ai pas cherché tout de suite en fait. Ça a été plus, j'ai cherché, j'ai pris des contacts, mais rien ne me convenait. Voilà, j'étais pas prête à passer le cap. Puis j'ai parlé avec mon médecin de famille qui m'a recommandé une sage-femme. Et elle m'a dit franchement, avec elle, enfin, genre elle pensait que ça le ferait super bien. Et elle m'a dit si c'est pas elle, c'est personne. Et j'ai adoré cette phrase parce que je me suis dit ok, ben allons-y. Et si c'est pas elle, ce sera personne. Donc j'ai rencontré cette sage-femme, le courant est très bien passé, mais directement, moi j'ai été un peu dans la revendication de je veux pas faire d'écho, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Au moment de la naissance, je veux pas ci, je veux pas ça. Enfin, je faisais la liste de ce que je voulais pas, mais en me disant mais j'ai besoin d'un soutien. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir, que pour elle sans écho c'était pas possible. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire voilà, est-ce que je ferais une écho de 15 minutes qui me permettrait d'avoir accès en fait à cette AAD qui me rassurait pour l'après, pour voilà, c'était d'ailleurs tu as été enfin tu as répondu à ce message que j'avais posté par rapport à mon questionnement. Donc enfin j'ai beaucoup réfléchi et entre-temps j'ai eu l'occasion de parler avec une amie qui m'a conseillé une birth keeper qu'elle a eu pour son enfantement. Elle m'a dit, bah, tiens, elle était vraiment chouette. Est-ce que tu as pensé? Et je me suis dit, bah, enfin, ça coûte rien de la rencontrer. Donc, et en allant là-bas, je disais à mon compagnon, un AAD, je le sens pas, quoi. Mais j'avais tellement perdu confiance en moi, en fait, suite à l'échange que j'avais eu. Voilà, enfin, tout est très intense hein, pendant la grossesse. On me dit un pas de travers et c'est terminé. Du coup, j'ai envisagé de prendre cette sage-femme, de me dire, ben voilà, ça me rassure. Je sais que pour mon premier, j'en avais besoin, donc allons-y, c'est ça mon besoin en fait. Et puis, donc en chemin vers cette birth keeper, je me suis dit que j'allais lui expliquer ma situation. Et je l'ai rencontrée et ça a été... genre, je l'ai vue débarquer à la première image, je l'ai adorée. Enfin, il y a eu quelque chose de... Je me suis dit, ah, elle est chouette. Genre, je l'ai juste vu sortir de chez elle et me dire bonjour, mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Je me suis dit, ouais, ça vibre quand même bien. On a passé une petite heure avec elle et on est sorti avec mon compagnon, on s'est regardé, on était en mode, elle est chouette. Donc, et lui, en fait, donc Nico voulait vraiment qu'il y ait quelqu'un, en fait, voulait qu'il y ait une autre personne qui soit à l'aise avec la naissance. Il m'a dit, d'où la birth keeper, sage-femme, je m'en fiche, tu me ramènes juste une femme présente qui a déjà enfin, assisté à des accouchements et qui est à l'aise avec ça. C'était sa demande, donc bon, on a cherché. Donc on a trouvé cette birth keeper et là pour moi c'était une évidence que la sage-femme ça n'irait pas. Donc je me suis dit je vais la prévenir quand on rentre à la maison. On est rentré à la maison, j'ai eu un petit message de cette sage-femme disant que pour elle ça ne le ferait pas. Et je me dis mais tout tombe tellement juste. Donc voilà, donc je suis repartie sur un nana. Ouais, ça a été vraiment une période très intense que j'ai pas bien vécue pendant ma grossesse. Surtout qu'à ce moment-là, Nico travaillait, donc j'étais solo avec mon petit 14 mois à gérer sous 30 degrés. C'était évident avec mon gros ventre et un bébé qui ne dormait à ce moment-là de nouveau qu'un portage.
Donc, c'était compliqué. Enfin, voilà. Euh, donc, préparation de cet enfantement libre, du coup, où j'ai eu peur toute ma grossesse. Sauf que cette fois-ci, j'ai accepté que c'était OK d'avoir peur. Je me suis dit que ces peurs-là, elles disparaîtront que si j'arrive à transcender. Enfin, j'arriverai à transcender ces peurs que si j'accouche, en fait. C'était vraiment. J'ai besoin de cet enfantement libre pour passer ces peurs. Et j'étais OK avec ça et OK avec les risques que je prenais. On savait qu'on pouvait avoir un bébé mort, que tout ne se passe pas bien. Enfin, j'avais peur pour mon aîné aussi. Oui, parce que ça, donc en fin de grossesse pour mon premier, pour rajouter aux peurs ambiantes, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'histoire avec le bébé de Noémie. Euh, et ça nous a terrorisés, en fait. Je me suis dit, mais dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Genre, c'est censé être légal. Alors pourquoi est-ce qu'on retire des bébés à leur famille? Genre, ça n'avait aucun sens pour moi. Et en même temps, j'avais le sentiment de faire un truc, je sais pas, d'être pendant la prohibition et de vendre de l'alcool, quoi. Je me sentais vraiment dans cet état-là, en fait. Et du coup, cette deuxième grossesse, moins, parce que j'étais prête à en assumer les conséquences, mais ces peurs-là étaient encore présentes et assez fortes. Donc, pour moi, c'était important que je trouve quelqu'un pour venir après signer la déclaration de naissance et qu'on soit voilà, assez OK avec ça. D'ailleurs, voilà, beaucoup de peur, alors que finalement tout s'est très bien passé. Je tiens quand même à le dire. Oui, t'es d'accord? donc, donc, je ne sais plus où j'en étais. Tu en étais, tu avais reçu donc le message de la sage-femme qui disait que finalement ça ne le ferait pas avec elle. Donc tout était parfaitement aligné. Okay. Oui. Donc là, il fallait plus que chercher une sage-femme pour l'après-naissance et pour checker que mon périnée, que mon bébé allait bien. C'était quand même important pour moi. Du coup, donc pour rechercher, ça a été une galère. J'ai eu droit à toutes les leçons de morale possibles et inimaginables au téléphone. Donc ça a été vraiment, je ne sais pas combien j'en ai appelé, mais voilà, j'ai eu droit vraiment à tout, quoi. Jusqu'à, je mettais en péril les accouchements à domicile par mon choix. Enfin, vraiment, je pleurais régulièrement parce que c'était dur à encaisser enceinte, en fait. Alors que moi, je me sentais bien. J'avais pas le sentiment de faire quelque chose de dingue, en fait. J'étais juste enceinte, quoi. Et j'avais juste refusé qu'on me palpe et qu'on prenne 150 mesures de mon bébé. C'était ma normalité, cette grossesse libre, en fait. Du coup, je vivais très mal le fait qu'on me renvoie des choses négatives. Mais c'est comme ça. Donc, j'ai fini par trouver, au bout d'un moment, une sage-femme vraiment incroyable qui en avait mais rien à fiche à part me dire bah, c'est un choix de naissance comme un autre, il faut bien qu'il y ait des sages-femmes qui se mouillent pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent. Donc, voilà, c'est donc génial. Et elle habitait pas tout près, donc vraiment incroyable qu'elle ait accepté de venir, mais vraiment en me disant bah oui, tu m'appelles quand c'est fait, on trouve un moment, je débarque et puis voilà quoi, c'est tout. Elle m'a juste demandé qu'on se rencontre une fois et elle voulait écouter le cœur de mon bébé. Et moi j'étais voilà, genre j'étais de nouveau face à voilà un questionnement et je me suis dit c'était ok mais avec les ondes c'est pas possible et encore une fois j'allais lui dire et d'elle-même elle m'envoie un petit message pour respecter ton projet de grossesse et tout j'ai retrouvé un vieux pinard donc elle a écouté le cœur de mon bébé au pinard. Elle a quasiment rien entendu mais au moment donné où au moment où elle l'a mis sur mon ventre mon bébé lui a donné 3 coups. Elle a dit je pense qu'il veut pas être embêté ce bébé, on va le laisser là, je vois qu'il va bien. Donc voilà. C'était c'était génial. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, gros lâcher prise, quoi. Je me dis, ok, maintenant, j'ai plus qu'à cuisiner 150 plats, nettoyer ma maison de fond en comble, et puis on est bon, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu une très belle fin de grossesse, du coup. Pour la petite anecdote, j'avais calculé mon terme en fonction du nombre de semaines de grossesse et pas du nombre de semaines d'aménorrhée. Donc à 38 semaines, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais déjà à 40. Je me suis dit, ah, en fait, donc, et j'ai adoré parce que, enfin, donc Nico cuisinait et je lui ai dit, dis Nico, je viens de me rendre compte, je suis pas à 38, je suis à 40. Et il m'a dit, ok. Enfin, genre, ça a rien changé à notre vie. Puis on est passé à autre chose
enfin, j'ai été très émue parce que je me suis dit, mais on en a fait tout un foin la première fois. Et là, je lui ai juste dit, tiens, je me suis courée, je suis à 2 semaines de plus. Et lui a continué de cuisiner en mode, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. Genre, il m'a dit, de toute manière, celui-là, il viendra pas avant 44, on a le temps. Donc, c'était... Voilà. Et finalement, j'ai accouché un peu plus tôt, mais j'ai quand même dépassé les 42 et ça. Et j'étais contente. Genre, quand j'ai dépassé les 42 et ça, je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que si j'avais pas choisi l'ANA, j'étais de nouveau déclenchée. Donc, où je revivais enfin, le fait que cette sage-femme me lâche. Ou, enfin, donc, en fait, j'ai fait le choix de naissance qui m'était complètement juste, quoi. Et là, ça confirmait tout. Donc j'ai vraiment passé une fin de grossesse un peu magique à préparer les fêtes de Noël. J'avais préparé les cadeaux en avance en me disant comme ça je dois pas gérer ça après avoir enfanté mon bébé. J'aurais autre chose à faire. Du coup c'était juste chouette en fait. Et je voulais absolument par contre un sapin. Donc on était fin novembre, donc c'était pas encore trop la période. Mais je voulais un sapin dans le salon pour pouvoir enfanter. Je me suis dit je ne pourrais pas tant qu'il n'y a pas de sapin. Donc c'était vraiment viscéral. C'est ridicule après coup. Mais sur le moment, sans mon sapin, j'accouchais pas, quoi. Donc ma maman et ma sœur ont été chercher un sapin avec mon aîné. L'ont ramené, on l'a décoré, c'était chouette. J'ai passé 2 jours à regarder ce sapin, les étoiles plein les yeux. Enfin, moins de 2 jours. Parce que du coup, moins de 48 heures après, mon bébé est né. Donc j'avais juste besoin de ce sapin. Et c'était chouette. On a vraiment préparé ça en couple, en fait. Enfin, Nico mettait les lumières et il voyait que j'étais dans cette bulle de le moindre truc me faisait sourire, pleurer. Du coup, il disait, regarde, j'ai ajouté ça dans la déco. Et je faisais, waouh! Je pense que l'embarquement commençait, en fait, sauf que je ne m'en rendais pas compte. Et le 28 au matin, je me suis réveillée vers 6 heures avec Sacha dans mes bras. Et j'avais de grosses contractions. Et là, mais j'ai savouré, quoi, parce que c'est la première fois que je vivais un début de travail. Donc, j'étais dans mon lit, c'était mais magique, quoi. Vraiment, ça, je m'en souviendrai aussi. Et je suis restée là jusque, je sais pas. J'ai descendu mon grand, puis je suis remontée me coucher. Du coup, donc, je suis ravie. Je reste au lit jusqu'à 9 heures. Et puis là, ça continue. Genre, toutes les 5-10 minutes, j'ai une contraction. Et genre, mais je la savoure, quoi. Genre, ça me fait déjà mal. Et je suis en mode, ah, c'est trop gay. Enfin, genre, j'attends la suivante, un peu comme un enfant le matin de Noël, quoi. Vraiment, j'étais en mode, ah, est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pas? Et en même temps, en fait, je m'étais tellement préparée à ce que ça puisse être long, très douloureux. Voilà, j'ai entendu des récits de femmes qui enfantaient en 3-4 jours. Et du coup, pour moi, c'était du pré-travail, en fait. Enfin, tu vas vite comprendre que le déni fut le maître mot de mon enfantement. Donc, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, tiens, ça se met en place. C'est pour dans les 2 semaines qui viennent. Donc, ça, voilà. Je me suis dit, c'est gay, mon corps se met en marche, mais c'est pas pour tout de suite, c'est un entraînement, quoi. Vraiment cool, quoi. Donc, je descends, je vois Nico, je dis, Nico, j'ai des contractions, et je le vois tout content aussi, genre, ça y est. Genre, c'était chouette, en fait, parce que c'est la première fois, du coup, qu'on vivait ça. Et voilà, on attendait ce moment avec impatience, en fait. Et il voyait quand même que j'en avais toutes les 5-10 minutes maximum. Et je lui ai dit, écoute, on va passer une chouette journée. Parce que comme ça, voilà, j'y pense pas. Et de toute manière, c'est du pré-travail, c'est pas pour tout de suite. Moi, je suis sûre que c'est au moins dans 2-3 jours minimum, dans 2 semaines maximum. Voilà. Donc, on a fait 20 minutes de voiture. On a été dans un chouette parc de jeux avec notre aîné. On y a joué pendant 1 heure. Puis après, donc Nico me dit, ouais, on rentrerait bien parce qu'il voyait que toutes les 5 minutes, je m'arrêtais quand même en... Je dis, non, non, c'est du pré-travail. On va aller dans un centre commercial un peu plus loin faire les magasins. Donc, on a été faire les magasins pendant 3 heures. Où toutes les 5 minutes, je m'arrêtais en grognant. Enfin, pas en grognant, non. J'ai commencé à les souffler.
Et sur la fin, vraiment, je devais m'arrêter, me tenir à son épaule et faire... Et il me disait, quand même, elles font mal. Je dis, non, tranquille, c'est du pré-travail. On continue, c'est pas pour aujourd'hui ni demain, t'en fais pas. Donc lui, il commence à comprendre, moi pas du tout. Je m'étais vraiment dit, c'est mon corps qui se met en marche tout doucement, mais on a le temps, quoi. Donc ouais, on a été faire le magasin. J'espérais juste quand j'étais en caisse qu'on me parle pas pendant une contraction parce que c'était compliqué. Puis sur la fin, quand même, il y avait beaucoup d'illuminations de Noël et tout, et je commençais à avoir du mal. Genre, j'avais du mal à regarder les lumières. Bon, après coup, tout ça aurait dû peut-être me mettre la puce à l'oreille. Mais et j'ai dit à Nico, écoute là, je sens que je fatigue, il faudrait qu'on rentre, j'ai besoin de me reposer, d'aller dormir. Donc on rentre à la maison, je vais mettre notre aîné au lit. On a continué notre routine comme si de rien n'était. Nico m'a juste demandé ce que je voulais manger et il a insisté. Je disais mais attends, je vais le mettre au lit puis je redescends me faire à manger. C'est pas, enfin, on verra, il n'y a pas d'urgence. Et lui me disait non non, dis-moi ce que tu veux manger. Et du coup, j'ai eu envie d'un couscous. Donc, il a été me chercher un couscous. Donc, pendant ce temps-là, ben, mon aîné au lit. Et je crois que je me rendais pas compte, mais inconsciemment, je pense que c'était le cas. J'ai jamais autant profité. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai sniffé, genre vraiment, j'ai vraiment profité de le prendre dans mes bras. Je suis vraiment partie de la chambre quand je supportais plus de rester allongée, en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, elles font vraiment mal. Allongée, je supportais plus. Et je ne les soufflais pas pour ne pas le réveiller, en fait. Du coup, là, ça commençait à être compliqué. J'avais envie de dormir. Je me suis dit, je vais prendre une douche. Comme ça, comme c'est du pré-travail, ça va s'arrêter. Et puis, je pourrai aller manger, me coucher. Donc, j'étais prendre ma douche. Mais malheureusement, le débit n'était pas assez fort. Donc, je me suis dit, ah, ça arrête pas les contractions parce que le débit n'est pas assez fort. Et on n'a pas de baignoire, donc je ne sais pas voir. Donc, tant pis. Donc, je suis descendue manger mon couscous. En mangeant, dès que j'avais une contraction, j'avais besoin de me mettre à quatre pattes par terre, tout en me disant que c'était du pré-travail. Euh, En fait, j'avais tellement pour référence les contractions du déclenchement de mon premier que pour moi, tant que ça me faisait pas aussi mal, j'étais pas en travail actif, en fait. Et là, ça me faisait pas aussi mal. Donc, je me suis dit, ça fait mal, ça fait très mal sur le moment, mais après, bah, on rigolait entre les deux, on parlait, enfin, tranquille, quoi. Donc, mais Nico m'a dit, je vais quand même préparer la piscine, parce que je lui ai dit, oui, j'irai quand même bien dans la piscine au bout d'un moment, mais enfin, pour moi, c'était quand même pas pour... Là, je commençais à me dire, c'est pas pendant 2 semaines, mais je pensais que c'était peut-être dans 2 jours, ou enfin, peut-être le lendemain soir, à la limite, mais pas pour la nuit, en fait, ni le soir. Là, il était quoi? Il était 20-21 heures. Donc, je me suis dit, non, là, j'ai juste envie que ça passe pour aller me coucher, en fait. Je pensais vraiment que j'allais avoir une salve de contraction, que ça allait s'arrêter, que je pourrais aller me coucher, que ça reprendrait peut-être le lendemain. Ou... Voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, mets la piscine comme ça, je vais dans l'eau. Si c'est du pré-travail, ça s'arrête. Et comme ça, on est fixé. Et en même temps, ça me fera du bien, quoi. Comme on n'a pas la baignoire, j'ai passé toute la journée debout à marcher. Donc, je me dis, là, j'ai besoin de souffler un peu, quoi. J'étais du coup à 42 et ça plus 2. Donc, avec mon énorme ventre, toute la journée dehors, après le parc de jeux. Voilà, j'avais besoin de me détendre. Donc, la piscine, c'était le bon plan. Et je lui ai dit en attendant, je vais aller dans la douche. Je lui ai juste demandé de me monter un ballon de grossesse pour m'asseoir dans la douche. Et je suis restée dans ma douche. Et j'ai fait mon travail dans la douche. Et vraiment, là, mais je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'était vraiment chouette. Genre, sur le moment, enfin, je le dis avec le recul, mais sur le moment, c'était aussi à chaque contraction, je me disais, ça fait quand même très mal. Est-ce que je vais y arriver, en fait? Je me dis, là, si je suis à 2-3 cm de dilatation, il reste encore du chemin, quoi. Mais je veux accoucher à la maison, je veux pas aller à l'hôpital, mais ça fait très mal. Et là, vraiment, au fur et à mesure, dans la douche, je me suis dit, mais ça fait trop mal, en fait. Ça fait trop mal et je suis qu'au début.
Vraiment, je commençais un peu, pas à paniquer, mais à me dire, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait comme tout le monde, un suivi lambda? J'étais en mode, mes 3 échographies, mais qu'est-ce que c'est? On s'en fiche. J'aurais été à l'hôpital, j'aurais pris ma péri, j'aurais dormi, parce que là, j'étais crevée, quoi, en fait. Donc, entre les contractions, j'ai essayé de dormir un peu. Donc, c'est vraiment une contraction que je devais vocaliser tellement j'avais mal. Et la seconde d'après, je dormais contre la paroi de ma douche, quoi. Donc, et du coup, je me suis dit, mais c'est encore du pré-travail, sinon je serais pas capable de me relaxer autant et d'être. Enfin, je me sentais complètement normale en fait. Je me dis, je suis pas encore embarquée quand même. Bref, du coup, Nico est quand même monté. Il m'a donné des peignes. Il a vraiment été parfait, je trouve. Enfin, ça a été une burst keeper du tonnerre. Il a été très discret, il parlait doucement. Il est venu genre à 4 pattes parce qu'il voulait pas être au-dessus de moi et que je me sente observée. Genre, il m'a donné les peignes, il m'a dit, t'as besoin d'autre chose. Et en fait, là, entre chaque contraction, je me mettais le jet de douche, soit sur le ventre, soit dans les reins, tellement j'avais mal, quoi. Je me suis dit, mais c'est atroce. Enfin, c'est pas gai, quoi. Vraiment, j'étais Là, je commençais à être dans la souffrance. Donc, j'ai dit à Nico, écoute, préviens tes parents. Parce qu'ils devaient potentiellement garder notre aîné au besoin. Et c'est eux qui amenaient ma birth keeper à la maison parce qu'elle était loin, donc pour qu'elle arrive rapidement. Donc voilà, on les a quand même prévenus vers 22h30, je pense. Et je lui ai dit, mais préviens que c'est pas pour tout de suite. Et Nico, il m'a dit, mais moi je savais que c'était pour dans pas longtemps. Et il a beaucoup hésité en fait à faire venir tout le monde en se disant, elle est dans sa bulle. Et il s'est dit, non, elle m'en voudra. Et il m'a dit, bah, en fait, lui, il voulait vraiment qu'il y ait Pimprenel qui soit près de nous. Et du coup, il était vraiment entre deux feux. Et puis, il m'a dit après coup, je vais lui laisser avoir l'enfantement de ses rêves et on n'appelle personne et je suis ce qu'elle me dit, quoi. Et ça, je lui. Enfin, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il m'a fait de me faire autant confiance en fait. Je l'ai pas senti douter une seule seconde. Il était vraiment dans une confiance mais absolue. Il a juste tenu son rôle en fait. Il a fait exactement ce qu'il fallait au moment où il fallait, comme il fallait. Enfin, c'était génial quoi. On rigolait entre. Il a vraiment tout fait pour que l'ambiance soit bien, que je me sente bien, que je manque de rien. C'est. Je lui suis très reconnaissante pour ça et ça a réparé aussi beaucoup de choses entre nous. Parce que après mon premier enfantement, je lui en ai beaucoup voulu de ne pas m'avoir protégée. Et là, il a protégé mon espace, il m'a fait confiance, il a suivi mon instinct en totale confiance, en fait. Et ça, c'est ce qui me fait encore pleurer aujourd'hui. C'était vraiment beau. Et en même temps, tellement normal, en fait. Ça s'est imbriqué dans notre quotidien. Et c'était... Oh, non, je dois remarcher. Ouais. Donc j'étais du coup dans ma douche avec mes peignes qui étaient d'une aide impressionnante. Genre à chaque début de contraction, j'étais en mode, enfin c'était vraiment atroce en fait. En truc de douleur, je me disais mais pourquoi en fait? Genre je me dis mais là si j'étais à l'hôpital, j'allais dans le couloir moi-même le chercher l'anesthésiste quoi. C'était Et en fait, j'ai vraiment tout envisagé, toutes les possibilités. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait fonctionner en fait, genre, j'ai fait un peu le entre deux contractions, je réfléchissais à ça tout en dormant. Enfin, je me disais, mais là, pour aller à l'hôpital, ça veut dire qu'il faut que je sorte de la douche. Ça veut dire qu'il faut que je me sèche, que je m'habille, qu'on prenne la voiture, qu'on réveille notre aîné. C'est pas possible. Je me dis, si j'appelle une ambulance, il faut le temps qu'ils viennent me chercher, qu'ils m'amènent là-bas, c'est pas beaucoup mieux. Et je me dis, et puis il faut que j'arrive là-bas, que j'explique que j'ai pas de suivi de grossesse, que. Enfin, et en fait, j'avais la flemme, quoi. Je me suis dit, c'est tant pis. Et mais j'étais en souffrance à ce moment-là. J'avais vraiment ce côté, je pleurais, mais en silence. J'avais juste les larmes qui coulaient en me disant, je suis condamnée à accoucher chez moi, quoi. C'était ma phase de désespérance. Mais j'ai vraiment eu le sentiment que, à ce moment-là, en fait, j'ai baissé les. Enfin, ouais, je rendais les armes, en fait. C'est vraiment ça. J'ai eu le sentiment de lâcher prise à ce moment-là, de me dire, je l'ai voulu,
j'y suis. Alors maintenant, c'est comme ça, en fait. Je fais le choix de rester, mais c'est atroce, mais tant pis, en fait. C'était vraiment ça. Mais qu'est-ce que ça faisait mal, quoi. Je m'attends, vraiment, je me dis, c'est pas possible. Et du coup, là, je me dis, mais c'est que du pré-travail. Et je suis peut-être qu'à 4 centimètres. Enfin, vraiment, je me suis dit, si je suis qu'à 4 centimètres, c'est atroce. Et je me dis, je peux pas faire venir Pimprenay qui va se déplacer, faire regarder ses enfants, alors que j'en ai encore pour 10 heures devant moi, quoi. Enfin, et du coup, je me suis dit, ben, tant pis pour la piscine, je vais y aller. Et voilà, si c'est trop tôt, si ça arrête le travail, tant pis, mais j'en ai besoin, en fait. Donc, mais j'ai attendu d'être en capacité de sortir de cette douche. Et en même temps, genre ça, c'est vraiment pendant les contractions. Et entre les contractions, je me sentais juste bien. Enfin, c'était magique. J'étais hyper fort connectée à mon bébé. En fait, je savais que j'allais avoir une contraction parce que je le sentais se positionner, bien mettre sa tête. Genre, je parlais à mon ventre, je touchais mon ventre, j'essayais de me mettre bien pour que lui se mette bien. Et je me rends compte que je l'ai vraiment accompagné dans chaque contraction. Et ce qui était douloureux, c'est que j'ai pas lutté. Et ça, c'est aussi réparer beaucoup de choses par rapport à mon premier, où je luttais à chaque contraction, où j'étais pas connectée à mon bébé. Et là, en fait, ce qui était dur, c'est que je lâchais prise à chaque contraction pour pas qu'il travaille pour rien, en fait. Je me disais, pour lui aussi, c'est intense, pour lui aussi, c'est difficile, et c'est mon rôle de maman de l'accompagner. C'était parce que ouais, j'ai vraiment eu ce sentiment de le laisser m'ouvrir, en fait, laisser ouvrir le passage, enfin, le laisser naître, ça avait quelque chose d'un peu mystique, magique, très spirituel, en fait. Et c'est vrai, en vivant ça, tout en, à chaque pic de contraction, me disant que l'hôpital, c'était une chouette idée quand même. Et à chaque pause, je me disais, mais c'était magique de sentir mon bébé, j'étais dans ma bulle. Et au bout d'un moment, en fait, j'oubliais même d'allumer la douche pour le mettre pendant les contractions. Donc j'étais juste sur ma balle, complètement groggy, la bouche ouverte, et j'ai enchaîné les contractions comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, en étant complètement dans un autre monde, quoi, en fait. Et je sentais, enfin, j'ai vraiment senti mon col s'ouvrir, et ça, j'ai trouvé ça magique. Comme j'étais assise sur la balle, je sentais comme un anneau, en fait, qui s'ouvrait petit à petit. Genre, et je me disais, c'est marrant, j'ai l'impression que la dilatation, elle est quand même grande, mais j'osais pas y croire, en fait. C'était tout m'indiquait que. Et je me dis, j'ai l'impression que là, enfin, après cette phase de désespérance, ces pleurs en silence, en fait. Genre, d'avoir vécu tout ça, je me dis que là, en une demi-heure, j'ai fait 10 ans de thérapie, de développement personnel, j'ai vécu ça, moi avec moi, en fait, dans le noir, dans l'intimité. J'ai fait mon travail seule, en fait, et j'ai adoré ça, quoi. Et du coup, quand j'ai senti vraiment que mon col était fort ouvert, je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression que là, il peut pas s'ouvrir plus. Et je me dis, bah, c'est peut-être le moment d'aller dans la piscine, parce que là, je sens qu'il y a une pause, en fait. Donc, je me dis, je vais descendre dans la piscine, ça me fera du bien. Et là, je me lève, et la douleur, elle change, quoi. Et ça, j'ai pas compris sur le moment. Donc ça, c'est plus après coup, genre même 3 jours après que je me suis dit, mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, mon bébé s'engageait dans mon bassin. Et moi, je me dis, ouais, ça change, ça tombe là, j'ai passé les 5 centimètres. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de descendre vaille que vaille les escaliers, mais j'étais bien, quoi. Je me souviens, je descendais quelques marches, puis je m'asseyais parce que j'avais une contraction, puis je continuais ma danse, en fait. C'est vraiment une danse avec mon bébé, et je déambulais dans ma maison avec mon bébé qui s'engageait. C'était génial. Enfin, j'ai adoré, tout en hurlant mes contractions, là, par contre. Genre, devant la chambre de notre fils, je m'étais dit, il faut pas que je crie. Je me suis mis à quatre pattes, le peigne dans la bouche pour essayer de pas hurler, mais c'était trop dur. Et je me suis dit, bon, je vais quand même descendre. Et là, j'arrive dans le salon et je sens, ça me fait mal, mais enfin, comme je peux. Et je vois que Nico a tout installé dans le salon. Genre, la petite lumière tamisée, la piscine, elle est prête. Il maintient la température depuis 1 heure quasiment. Genre, pour se dire quand elle est prête, elle descendra et tout est prêt. Et j'avais oublié de mettre mes mantras autour de la piscine. J'avais encore rien préparé en fait. Je pensais que j'avais encore le temps. Et il avait tout installé.
Il avait installé tous mes mantras au mur, près de la piscine, genre le petit essuie pour que je puisse mettre ma tête pour que ce soit plus confortable. Et en fait, je suis rentrée dans la pièce, j'ai vu qu'il avait mis les mantras au mur, j'ai eu une bouffée d'ocytocine, une contraction qui m'a clouée au sol. Genre, genre vraiment, mon bébé s'est complètement engagé dans mon bassin à ce moment-là. Et j'avais mal au sacrum, genre c'était atroce. Et je me suis allongée sur le matelas au sol qu'on avait pris pour l'occasion. Et là, par contre, à chaque fois que j'avais une contraction, j'avais besoin de me suspendre à Nico. Genre, je grognais, je hurlais, ça s'enchaînait, c'était. Et je me suis dit, ça y est, je suis en travail actif, donc je vais lui demander qu'il m'aide à aller dans la piscine, et puis qu'il appelle tout le monde. Donc je me disais, là, on en a encore pour quelques heures, mais là, ça y est, je suis en travail actif, quoi. Donc, le déni jusqu'au bout. Du coup, il m'aide et j'ai perdu le premier feuillet de ma poche des os à ce moment-là, en me disant, tiens, soit j'ai perdu les os, soit je me suis fait pipi dessus. Mais genre, je savais pas trop, c'était très animal en fait. J'étais complètement ailleurs à ce moment-là. Enfin, et vraiment, j'avais le sentiment d'être un animal. Je suis devenue un animal au fur et à mesure. Il y avait ce côté, c'est mon instinct qui a pris le dessus. Mon cerveau fonctionnait, mais complètement en arrière-plan, en fait. Je me laissais guider, c'est mon corps qui fonctionnait tout seul, en fait. J'étais vraiment un peu en pilote automatique. C'était impressionnant à vivre. C'était gai, en fait. J'ai vraiment adoré ça. Du coup, j'arrive dans la piscine. Nico a vite pris une photo entre deux, ce qui savait que enfin, j'avais envie d'avoir une photo dans la piscine. Et puis là, par contre, à chaque fois que j'avais une contraction, j'ai eu des contractions et je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait que ça pousse, mais ça ressemble encore à des contractions, mais c'était gai. Genre, j'ai adoré la pousser. Genre, j'ai trouvé ça chouette, ça me soulageait en fait. Genre, je grognais avec avec ma contraction et c'était gai et je me dis, ah, ça fait du bien de la pousser, quoi, en fait. Et par contre, ben, je grognais et je m'accrochais à Nico, qui lui est resté un rock, quoi, très cool. Et genre, je me suis vraiment accrochée à lui comme un phare dans la tempête. C'est vraiment, là, je me suis reposée entre ses bras, en fait. Et je suis restée là ben, quasiment jusqu'à la naissance, qui est arrivée peu de temps après. Et genre, c'était, mais là, d'une intensité, genre, c'était gai et en même temps, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, mais c'était pas de la douleur, c'était intense. Enfin, c'est une sensation très très particulière. Je pense qu'il y a que là qu'on peut la vivre. Je me demandais ce que disaient les femmes quand elles expliquaient ça. Je me disais, mais je vois pas trop ce qu'elles veulent dire. Mais il faut le vivre pour comprendre, je pense. Et Nico faisait des vocalises, j'allais dire, faisait de parce qu'on avait fait du chant prénatal pendant la grossesse et il avait retenu que moi je commençais à crier tellement j'avais mal et qu'il disait que si moi je crie, lui en faisant ça apportait des vibrations qui permettaient à mon bébé de descendre. Genre donc lui se disait ben là elle gère plus, ben moi j'accompagne le bébé quoi. C'était et au final le fait que lui vocalise grave, je criais moins fort, je me suis vraiment fixée sur sa voix en fait. J'étais sur sa voix, j'étais dans ses bras. Enfin, là, c'est lui qui me portait, littéralement. Et je m'abandonnais complètement. Et je tremblais d'intensité en fait. Genre ma voix chevrotait. Il y a un moment donné, je criais plus. Je sais pas comment l'expliquer. C'était autre chose en fait. C'est, ouais, c'était vraiment, c'était trop chouette. J'ai adoré ce moment. Et là, je me suis dit, ok, il faut qu'il appelle Pimprenel, il faut qu'elle vienne. Parce que là, j'ai atteint ma limite. Je vais avoir besoin d'un soutien très fort, en fait. Et je me dis, Nico peut pas porter ça seul. Donc là, je lui ai dit, appelle Pimprenel. Et il m'a dit, mais il faut que je te lâche. J'ai dit non. Donc, et je me suis dit, attends, je vais d'abord voir. Parce que je sais pas, je sentais. Donc je mets ma main. Et là, je sens qu'il y a la tête. Et je lui dis, il y a la tête. Et là, on est parti dans autre chose. Genre, on a le temps d'appeler personne, c'est mort, c'est maintenant, en fait. Et la première chose que je me suis dit, c'est mon bébé a des cheveux. Mon premier n'en avait pas. Donc, je me suis dit, mais enfin, mon bébé a des cheveux. Je fais une petite pause pour mettre mon bébé au sein.
C'est incroyable. Je vis la naissance avec toi. J'adore. Ah, c'est gai de me replonger dedans. Et du coup, donc là, je sens la tête. Je sens qu'elle est pas très loin du tout. Et par contre, je sens que la poche n'est pas rompue, en fait. Et qu'entre la poche et la tête de mon bébé, il y a le cordon. Et, euh, et là, je panique un peu. Genre, mon cerveau panique, mon corps pas du tout. Enfin, comme je te disais, c'est en arrière-plan, je me suis dit, je pense que là, il faut qu'on appelle une ambulance. C'était le seul motif qui me faisait me dire que j'avais besoin d'assistance, en fait. Donc, je me suis dit, il faudrait que j'appelle une ambulance, mais je me sentais bien. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, on continue. Genre, vraiment, j'avais ce côté, je me sens bien, mon instinct me dit que tout va bien. Je sens mon bébé entre chaque contraction. Donc, ça a duré une demi-seconde. Je me suis dit, non, je reste là. Ouais. Je reste là, mais tout en ayant ce côté, je sais pas ce qui va advenir, en fait. Mais je fais ce choix. C'était un choix, plutôt. Et puis après, je suis passée à l'intensité de la contraction suivante et j'ai pas... ça a duré quelques secondes, en fait. Et j'ai senti vraiment que la tête sortait petit à petit. Ça a été doux, en fait. Genre, j'ai vraiment trouvé que mon corps a vraiment suivi mes limites, tant corporelles que psychiques, en fait. Je me suis pas sentie violentée par mes contractions. Elles étaient juste en intensité, en timing. Chacune d'elles était juste. Chacune d'elles m'apportait un enseignement, un lâcher prise, une ouverture. Enfin, ça a été... Ouais, j'ai trouvé ça magique en fait, parce que je me dis, bah, il y a que mon corps qui connaît le mieux mon corps en fait, qui connaît ses limites, je veux dire, personne d'autre aurait pu m'apporter ça en fait. Donc ça m'a réconcilié avec mon corps en fait, qui m'a apporté ce qui m'était juste. C'était pas des contractions forcées qui ont extrait mon bébé de force par la violence. C'était très différent, c'était physiologique en fait. C'était ouais, non, c'était beau et j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu mal quand la tête sortait. Enfin, si. Enfin, là, c'était hyper intense, mais pas douloureux. J'ai pas senti ce côté ça brûle, mais par contre, j'ai vraiment eu peur parce que j'ai senti que c'était tendu au maximum et que je savais que je risquais de déchirer parce que ma cicatrice était trop refermée de mon premier. J'avais une très grosse cicatrice. Euh, du coup, je savais que ça pouvait déchirer. Et là, je me suis dit, là, j'ai atteint le stade où il faut que ça déchire, en fait. Et ça m'a fait peur. Et je sais pas, je crois que je l'ai dit à Nico, genre, la tête va sortir. Et qu'il m'a dit, mais lâche, c'est bon. Enfin, et que je me suis vraiment accrochée à lui en hurlant et la tête est passée, quoi. Et là, ce moment, c'est incroyable, quoi. Là, j'ai eu vraiment plus aucune douleur. J'ai plus eu mal du tout. Je sentais juste la tête de mon bébé, je sentais ses cheveux qui faisaient comme ça dans l'eau parce que j'avais bougé dans l'eau. C'était génial, quoi. C'était vraiment chouette. Bah oui. C'était vraiment très, très chouette à vivre. Et j'ai adoré, quoi. Cette partie-là, on l'a vécue dans un autre espace-temps, quoi, en fait. Je, je me dis, cette sensation, dès que je vois une vidéo de naissance, quand je vois la tête sortir, genre ça me rappelle ce sentiment que j'ai ressenti et je me dis, c'est trop beau quoi en fait de vivre ça et que je me dis ça y est, le pire est passé parce que là il n'y a plus que l'épaule et le placenta et puis on est good quoi. Il y avait cette partie de moi qui voulait que ça se finisse quand même parce que à la fin j'en pouvais plus quoi. Et puis j'étais fatiguée de ma journée aussi. Donc là, il était 23h55 quand il est né. Donc voilà, ça s'est passé quand même assez vite. Et du coup, quand sa tête est sortie, j'ai senti que le cordon était passé sur le côté. En fait, juste avant que la tête sorte, la poche a éclaté. Donc, sensation très spéciale. Genre vraiment le POC et la tête qui s'engage, quoi. Et, et je me suis dit, ok, il n'y a plus le cordon, il est sur le côté. Et là, par contre, il y a une part de moi qui disait, il faut le sortir. Et donc, du coup, je sens cette tête. Et là, je lâche Nico. J'ai besoin d'être dans ma bulle. Je me mets vraiment dans ma bulle, dans la piscine. J'ai plus aucune douleur. C'est gai. Genre, je vis vraiment les choses intensément.
connectée à mon bébé, en fait. Je sens tout. Et je le sens qui se prépare, qui s'installe. Et je me dis, allez, il va. Enfin, vraiment, il y avait ce côté, vas-y, prends ton temps, c'est bientôt ton moment, en fait. Et je l'ai vraiment senti bien mettre son épaule, bien positionner ses jambes. Et là, il a vraiment donné, mais quand la contraction est arrivée, un coup d'épaule, il a poussé avec ses pieds, il s'est propulsé dans la piscine. Genre, c'est vraiment, je l'ai senti, enfin, c'est lui qui est sorti, quoi, en fait. Et je l'ai attrapé, je l'ai pris dans mes bras et j'étais complètement, genre, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi, cette sensation, elle est, genre, je crois que c'est la sensation la plus intense et la plus belle que j'ai ressentie de ma vie. Le passage du corps, c'était jouissif, c'était gai, c'était beau, j'ai adoré, quoi. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et ouais, quand j'y repense, c'est des étoiles plein les yeux, quoi. Puis la première fois que j'ai touché mon bébé, je l'ai pris moi-même pour le mettre sur moi. Ça aussi, ça a été très réparateur. Et Nico, à aucun moment n'est intervenu. Lui, il a juste pris une photo quand la tête est sortie, en se disant petit souvenir. Et puis il est resté sur le côté, sans bouger, en silence. On était dans le silence, en fait. On a accueilli notre bébé j'allais dire dans le calme, c'était calme. Quand la tête est sortie, je lui ai juste demandé de couper la musique qu'il avait mis, enfin de la baisser au maximum, parce que j'aimais pas. Je voulais absolument qu'il la coupe. Et du coup, à part cette petite musique de fond dont je me souviens absolument plus l'air, c'était c'était tout. On était entre nous, quoi. C'était vraiment chouette. Il est très éveillé. Il écoute. Et là, je l'attrape et il respire pas. Et ça m'a semblé long quand même. Ça a peut-être duré 10-15 secondes. Il avait du coup le cordon en bandoulière. Et je l'ai vu, j'ai dit à Nico, enlève-lui. Et lui commence à tout délicatement essayer de l'enlever. Et il y a mon instinct qui est revenu, qui l'a arraché limite. Genre, ce côté, enfin, je me souviens pas avoir fait ce geste en fait. C'est vraiment animal. C'est instinctif, quoi. C'est l'instinct qui prend le dessus, qui dit faut enlever ça. Et par contre, il a mis du temps, du coup, à respirer, mais il a commencé un peu à respirer. Et là, on a soufflé. Mais du coup, on est passé dans autre chose. Là, on était plus dans l'adrénaline avec Nico, parce qu'on a eu peur. On a vraiment eu peur et que c'était pas prévu qu'on se retrouve qu'à deux. Même si au fond de moi c'était mon rêve, hein, clairement. Je m'étais dit peut-être pour un troisième, on verra. Mais c'était pas prévu. Il y avait un peu ce côté, on est responsable d'une vie. Maintenant qu'il est là et qu'il respire, on est responsable de lui en fait. Et c'est autre. Enfin, j'ai pas eu ce côté, je profite juste avec mon bébé dans les bras. J'étais vraiment dans l'action, dans le il doit aller bien, parce qu'il respirait bien, mais il a mis du temps à atterrir. Et j'ai appris après coup que c'était souvent le cas des bébés qui naissaient dans l'eau. Mais j'avais pas l'info. Donc je me disais, enfin, il criait pas comme mon premier, même si je savais que c'était normal qu'un bébé ne crie pas s'il avait une belle naissance douce. Mais il y a une part de moi qui stressait quand même un peu, comme il y avait eu ce cordon que j'avais senti en fait. Je me suis dit peut-être qu'il a été comprimé, qu'il a besoin d'atterrir et que c'est pour ça qu'il est voilà qu'il a un peu du mal à prendre vie en fait. Mais par contre, au bout de quelques secondes, il a regardé Nico. Enfin, c'est Nico qui me l'a dit, il l'a regardé. Puis il s'est rendormi, genre en mode ok, c'est bon, j'ai bien atterri. Et du coup, là, j'ai voulu sortir de la piscine assez rapidement. J'avais envie, en fait, j'étais fatiguée, quoi. J'avais envie de m'allonger, que ce soit fini. Et je m'étais dit, le placenta, même s'il reste 12 heures, je m'en fiche, on verra plus tard, quoi. Sauf que je continuais d'avoir des contractions. J'avais très, très, très mal dans les reins. Ça me dérangeait, ça me gênait et ça partait pas, mais il sortait pas, quoi. Et du coup, je faisais une obsession. Donc, je voulais mettre mon bébé au sein pour voilà, que ça décrochait mon placenta en fait, mais ça fonctionnait pas. J'essayais de toucher pour voir où il était, mais je sentais qu'il était encore accroché, qu'il n'était pas juste à l'entrée. J'essayais de me mettre accroupie pour faire pipi, pour voir si ça bloquait pas. Enfin, mais tout ça avec un cordon court, un bébé au niveau de mon ventre, Nico qui le tenait devant, enfin vraiment la galère quoi. Et en même temps, j'étais tellement choquée par tout ce qui venait de se passer, genre en mode ça y est, il est né. Enfin, je veux dire, le cerveau a besoin d'un temps pour encaisser, je trouve. Genre le corps, pas de souci, je suis le mouvement, mais le cerveau, il se dit, ok, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est trop intense pour digérer tout et savourer tout de suite, quoi.
Et du coup, je suis restée quoi, 1 heure et demie, je pense, avec mon bébé. Et puis j'ai dit à Nico, là, je n'en peux plus, je veux sortir mon placenta. Et du coup, je lui ai dit, bah, coupe le cordon, tant pis pour le bébé lotus. Genre, je m'en fichais, mais royalement, quoi. Alors que je m'étais dit, ah, je veux absolument mon bébé lotus. J'avais trouvé ça trop triste la première fois de pas l'avoir fait. Et là, je m'en fichais, ce cordon, je voulais le bouger, mais vite. Et du coup, donc Nico a stérilisé des ciseaux, coupé, a mis un lien de cordon qu'on avait prévu au cas où. Il s'est occupé de tout ça, il a pris ma temps et moi genre je touchais, j'essayais de le faire sortir, de me mobiliser, de m'accroupir et je supportais plus d'avoir ce cordon qui pendait comme ça, enfin ça m'allait plus du tout quoi, en fait. Et puis je sais pas, là c'est vraiment le mode animal qui est revenu, j'ai dit à Nico bouge pas, je retourne dans la piscine et lui il s'est dit mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait quoi, genre elle vient d'accoucher. J'ai son bébé dans les bras et elle me dit je retourne dans la piscine. Et je me suis remise dans la piscine dans la position d'accouchement très naturellement. Et là j'ai une salle de contraction et j'ai sorti mon placenta. Et, enfin, j'ai vérifié qu'il était entier et je le trouvais trop beau. Je disais regarde Nico c'est trop beau. Et il me disait ah, ouais, ouais, c'est bon s'il est entier tu peux sortir. Et là je me suis enfin posée. Genre je me suis dit ok maintenant mon accouchement est terminé. J'ai quasiment pas saigné, même à la sortie du placenta. On n'avait même pas mis d'alaise. Donc ça, on n'a pas prévu le coup. Et au final, j'ai perdu quelques gouttes de sang. Bah, et après mon enfantement, j'ai eu des règles pendant 1 semaine et demie. Mais c'est tout, quoi. J'ai très peu saigné. Alors pour mon premier, j'étais un robinet pendant 6 semaines. Donc j'ai vraiment eu le sentiment que c'est mon utérus qui était content, qui donc pour mon premier, il a pleuré. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu en fait. Et ici, et je me sentais bien, quoi. Il y avait vraiment ce côté, je me mettais debout, enfin, je me sentais vraiment bien. Et c'est Nico qui essayait un peu de me dire, mais reste allongée, tu vas quand même t'accoucher. Et moi, je disais, mais non, je vais bien. Puis c'est un peu, comment... Je me suis dit, mais en fait, c'était que ça. Genre, je sais pas, moi je me disais, quand on vient d'accoucher, c'est en péri, qu'on fait un nana, on doit se sentir ultra puissante après. Et je me sentais juste la même avec un bébé dans les bras, quoi. Et du coup, je disais à Nico, mais c'était assez banal. Et il m'a dit, non, c'était pas banal, c'était normal. Et j'ai adoré ça. C'était juste, bah ouais, j'ai eu des contractions. À un moment donné, c'était tellement fort que mon bébé est sorti. Et puis, bah, je pense, ouais, 4 heures après la naissance, on a été se coucher, quoi. Ah, bah, du coup, on a réveillé mon grand, on a présenté son petit frère et on a commencé notre postpartum comme si de rien n'était. Dans la continuité, en fait. C'est ça. C'était. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de coupure. C'était juste normal, bien. C'était gai. Genre, il y avait ce côté, on sourit. Enfin, ouais, on a accueilli notre bébé ensemble. On a accueilli en fait notre enfant dans l'intimité. J'allais dire, sa naissance a été à l'image de sa conception, en fait. Ça a été entre nous. C'était une histoire de couple, de famille. Personne n'a intervenu. Personne n'a scruté mon périnée à la lampe torche, ne m'a touché. Enfin, c'était juste une femme qui met son bébé au monde, le papa qui est un soutien, j'allais dire, présent et discret à la fois. Puis on l'a juste accepté. J'ai juste eu du mal du coup à rester couchée. Là, j'accuse un peu le coup un mois après, parce que 7 heures après mon accouchement, j'étais debout, je prenais mon grand dans les bras. Enfin, j'étais bien, quoi. Je me sentais bien. J'avais aucune douleur, quoi. J'ai mis plus d'1 semaine à avoir un peu de douleur voilà, quand même, j'ai accouché, quoi. Mais pendant 1 semaine, j'étais prête à retourner faire les magasins pendant 4 heures. Mais non, quand même. C'est Nico qui a mis vraiment le holà de mais reste allongé, mais couche-toi. Parce qu'il voyait bien que moi j'étais sur une autre planète, quoi, en fait. J'étais tellement heureuse, tellement bien, tellement en amour de mon bébé. Je le regardais tout le temps en disant il est trop beau, oh je l'aime, oh ils sont trop bons. Et Nico me disait mais t'as passé 3 jours à le sniffer, à dire il sent encore le liquide amniotique, j'adore. Enfin, c'était. Ouais, je me suis dit, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que les 3 jours après sa naissance. Genre,
ouais, c'est un bonheur indescriptible en fait. C'est une sensation de dingue. Et ça semble tellement normal. Et là, après coup, je me dis, mais c'est tellement dingue, quoi. Je suis contente d'avoir 2 enfants et je compte m'arrêter là, mais vivre l'expérience d'enfanter, c'est juste magique, quoi, en fait. Voilà pour mon récit de naissance, enfin de la naissance de Nathan. Mm. Bah, comme je disais tout à l'heure, je suis partie avec toi. J'ai adoré. Vraiment, merci beaucoup. Comment tu te sens toi là maintenant? Bien. C'est c'est gai de me replonger là-dedans, même si je ne l'ai pas vraiment quitté. J'ai souvent des moments où je repense aux moments clés en fait qui m'ont vraiment touchée de cet enfantement et où je pleure. Je profite vraiment d'être dans cette vague d'ocytocine en fait. Et rien n'a plus la même saveur. Je sais pas, je me sens la même et complètement différente. Genre, je me sens enfin heureuse en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je me sens pleinement moi, que je me dis mon premier garçon m'a fait devenir femme et mon deuxième m'a fait devenir mère. C'est genre je me sens complète en fait. Je me dis ces 2 petits garçons qui sont venus exploser, réparer. C'est ouais, c'est grâce à eux que je suis moi-même. C'est comme ça que je le vis en fait. Ouais. Mais, mais comme tu disais tout à l'heure, t'as la sensation d'avoir fait 10 ans de thérapie en quelques minutes, quoi. C'est ça. Et là, pour les personnes qui vont écouter ta magnifique aventure et qui souhaiteraient vivre une grossesse libre et un enfantement libre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur partager? Une phrase, un mantra, un conseil? Les 2 mots qui ont guidé, je dirais, ma grossesse et mon enfantement, c'est la confiance et l'instinct. Euh, Peut-être d'accepter aussi qu'on a le droit d'enfanter librement avec des peurs, qu'on a le droit de mener une grossesse libre avec des peurs, que ça n'empêche rien et que quand moi j'écoutais les récits d'enfantement libre, de grossesse libre, je trouvais ça, je me dis mais elles sont incroyables ces femmes, moi je pourrais pas, quand je me sentais pas prête à le faire. Et en fait, enfin, oui, j'écoutais ces récits en me disant peut-être qu'un jour ce sera moi, mais sans trop oser y croire. Et là, ben, c'est moi qui raconte mon récit et je suis juste une femme normale comme les autres, avec des peurs, avec des... Mais c'est le cheminement qui nous amène là et je pense qu'il faut faire confiance aussi en la vie. C'est que si on est amené à préparer un nana, c'est pas pour rien. Si on réfléchit à une grossesse libre, c'est pas pour rien. Et que je referai ça mais 1000 fois avec toutes les peurs qu'il y a parce que je pense qu'on ne peut pas le vivre aussi bien qu'en étant complètement responsable de soi, euh, même si je pense que chaque femme fait ce qui lui est juste. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à mes besoins, c'était ce qui m'était juste et il faut s'écouter, même si ça semble complètement en dehors des clous. Voilà, si on sent que c'est ça qui vit pour soi, il faut suivre son instinct, il faut se faire confiance et que il faut que les femmes reprennent ce pouvoir-là et que ça passe par cette confiance, malgré les peurs, malgré les doutes. On peut enfanter librement, on peut mener des grossesses libres. C'est voilà, je souhaite à toutes ces femmes qui veulent vivre cette aventure de le faire en fermant les yeux et en se faisant confiance. Et ce sont des guerrières et elles vont y arriver aussi. Merci. Merci Alice. Je te retransmets les 2 petits commentaires de Elisabeth qui te dit magnifique et qui te dit bravo Alice. Ben, moi aussi, je te remercie beaucoup parce que eh ben, il sonne la cloche. Il a fait tout ce qu'il a pu. Ben, vraiment, encore une fois, merci beaucoup. C'est génial et je suis honorée en fait. Voilà, encore une fois d'avoir pu t'écouter ton récit. Je te remercie pour tout. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une très belle journée et je laisse Nathan pour que tu puisses avoir du
temps avec ton Nathan. Merci beaucoup à toi et je suis heureuse d'avoir pu contribuer. J'ai tellement adoré écouter des podcasts. Je me dis, c'est chouette d'être de l'autre côté de l'écran pour une fois. Genre, ça y est, je l'ai fait. Bisous, bisous. Passe une belle journée et belle célébration de ton mois d'or. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.